Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans l'émission Grande Interview. Aujourd'hui, Grande Interview reçoit l'ambassadeur de Suède en RDC, M. Henrik Rasbrandt. Avec lui, nous allons parler de la commémoration du 60e anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général des Nations Unies qui était de nationalité suédoise. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous, monsieur l'ambassadeur? Ça va très bien, merci. Alors, pour commencer, avant que l'on aille plus loin, commencez par nous brosser le portrait de Dag Hammarskjöld. Qui était-il? Dans quelles circonstances est-il né? De quelle famille était-il? Bon, Monsieur Dag Hammarskjöld, il est né en juillet 1905. Il venait d'une famille fonctionnaire, politicien, mais aussi de l'autre côté, du côté de sa mère, d'écrivain. Alors, une famille intellectuelle, une famille avec beaucoup de traditions et qui était très, très connu en Suède. Son père a été, lors de son enfance, pendant quelque temps aussi Premier ministre en Suède. Mais pendant une grande partie de son enfance aussi gouverneur à Uppsala, qui est au nord de Stockholm. Qui est sa ville natale? Exactement. Pas sa ville natale, mais sa ville d'enfance et d'études. Absolument. Et son père alors était gouverneur de cette province. C'est là où il a commencé à... il aimait beaucoup à lire, il aimait beaucoup les arts, il aimait beaucoup la nature. Et aussi avec cette tradition aussi intellectuelle, je pense que c'est ça un peu qui l'a mené à des études à l'université, en économie, en droit et d'autres matières. Et je pense qu'au début, il était peut-être plutôt, je pense qu'il était plutôt focalisé, je pense, à une carrière peut-être plutôt académique. Mais il a trouvé aussi un intérêt à faire quelque chose pour son pays dans l'administration suédoise. Et c'est ça finalement qui a attiré alors son attention, et c'est là où il a passé la plupart de sa vie professionnelle avant de devenir secrétaire général en 1953. Et il faut dire qu'il avait aussi des frères dans la politique, diplomates, très engagés politiquement aussi. Il avait aussi des frères qui étaient aussi engagés, pas forcément dans la politique, mais aussi dans l'administration et l'académie suédoise. Et donc, est-ce qu'on peut dire que toutes ces fonctions le prédestinaient déjà à une carrière comme celle de secrétaire général de l'ONU? Je pense que c'est peut-être à travers son travail, ses différentes fonctions, qui s'est préparé justement pour ce travail de secrétaire général des Nations Unies. On se souvient qu'en 1947, par exemple, il participe à la mise en place du plan Marshall, qui va concrétiser pratiquement la redéfinition ou la renaissance de l'Europe. Oui, ça c'est vraiment, je pense, sa première expérience de négociation, discussion au niveau international. Exactement, c'était question
après la Seconde Guerre mondiale, un peu de reconstruire l'Europe à travers le plan Marshall, justement. Et là, il a représenté la Suède lors de ces négociations-là. Alors, revenons maintenant à son engagement ou à sa fonction de secrétaire général au niveau de l'ONU. Il arrive, vous l'avez dit, en 1953. C'est dans le contexte de la guerre froide, Est-Ouest. Il arrive dans le contexte de la décolonisation pour la plupart des pays africains. On peut dire qu'il arrive, est-ce qu'on peut dire qu'il arrivait au mauvais moment ? Je ne sais pas si c'était un mauvais moment, peut-être en même temps, vu un peu tout le travail qu'il a fait pour l'Organisation mondiale. C'était peut-être aussi un bon moment pour lui, pour l'organisation, vu aussi un peu, oui, tout le travail, tous ses efforts. Je ne suis pas sûr que ce soit un mauvais moment, mais... Alors, plusieurs personnes de ceux qui les connaissaient à l'époque le décrivaient comme quelqu'un qui incarnait les valeurs des Nations Unies. Et on se souvient même de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui le prenait chaque fois pour modèle. Il disait que lorsqu'il y avait quelque chose, lorsqu'il y avait un problème à résoudre, il se demandait toujours que ferait Dag Hammarskjöld s'il était à ma place. Et donc, quelle est l'influence qu'il a apportée en tant qu'homme libre? En Suède, il n'était pas aligné politiquement. Et quand il arrive à la tête des Nations Unies également, il ne prend pas position ni pour l'Est ni pour le bloc de l'Ouest. C'est quelqu'un d'assez libre. Quel a été son apport au niveau des Nations Unies? Je pense qu'il a amené plusieurs choses. Il ne faut pas oublier qu'il est venu, parlant de moment, il est venu à un moment alors où l'Organisation des Nations Unies était toujours une organisation assez jeune. Juste depuis quelques années, il a été alors le deuxième secrétaire général des Nations Unies. Je pense qu'avec lui, M. Hammarskjöld a tout d'abord, je pense, fait beaucoup pour l'organisation interne du secrétariat. Il s'intéressait beaucoup au rôle du fonctionnaire international, à l'organisation du secrétariat. Mais aussi, il a, je pense, défini aussi lui-même un peu le rôle du secrétaire général des Nations Unies par rapport à l'organisation, au secrétariat, aux États membres, au Conseil de sécurité, l'Assemblée générale. Et je pense que peut-être là, le fait qu'il était que le deuxième secrétaire général, c'est peut-être ça aussi qui lui a donné un peu alors de liberté, flexibilité, mais aussi un peu une petite marge de manœuvre pour définir encore son propre rôle, mais aussi par rapport aux autres organes ou corps de l'organisation, comme le Conseil de sécurité et les autres. Et comment vous expliquez par exemple qu'en arrivant à la tête de l'ONU, qu'ils prennent position pour les nouveaux États? Je parlais de la décolonisation, quelqu'un qui était très engagé contre l'apartheid. Comment vous justifiez cette position? Je pense que là, c'était... bon, tout d'abord, bien sûr, c'est toujours la charte des Nations Unies. Je pense que c'est la charte qui a été son guide, qui venait alors juste quelques ans avant d'être adopté. Mais je pense aussi une conviction personnelle sur... sa vue sur le travail de l'organisation,
Je pense que cette position assez forte pour soutenir les nouveaux États, pour comprendre ça, il faut peut-être comprendre un peu alors vraiment à l'époque la situation était tellement différente pendant ces années de décolonisation. Et je pense ce que j'ai compris, c'était quelque chose qui était très important pour lui. Il a vu un rôle très clair pour les Nations Unies dans ce processus pour accompagner les nouveaux pays qui venaient juste de trouver leur indépendance. Alors, dans son rôle aux Nations Unies, beaucoup d'analystes et beaucoup d'experts le qualifient comme un ardent défenseur de la paix, parce qu'il a participé comme médiateur dans plusieurs affaires, dans plusieurs crises à travers le monde. Et parmi l'une de ces crises, c'est la crise du Congo. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet épisode de la crise du Congo, monsieur l'ambassadeur ? Oui, alors le Congo a trouvé son indépendance en juin 1960 et après les développements, juste après l'indépendance, Dag Hammarskjöld est a été assez vite engagé en ce qui concerne le développement du Congo. Puisqu'il avait ce rôle alors en tant que secrétaire général et aussi vu les événements, les développements. Il est venu assez tôt après l'indépendance du pays au Congo et pendant cette dernière année de sa vie, il a visité le pays plusieurs fois et je pense que c'était l'un des dossiers qui l'a beaucoup occupé pendant cette dernière année de sa vie. Et il faut rappeler que c'est également dans un contexte, vous l'avez dit, après l'indépendance, de sécession. Il y a la sécession katangaise menée par Moïse Tshombe d'une part. Il y a la sécession au niveau de la région du Kasaï menée par Kalonji Moulopoué. Et à quel moment Dag Hammarskjöld trouve la mort, monsieur l'ambassadeur? Bon, il était en route pour Ndola, justement, en Rhodésie du Nord à l'époque, Zambie aujourd'hui. Et c'était justement pour des pourparlers sur le Katanga. Et vous venez de mentionner cette question. Et c'était justement pour avoir des pourparlers, pour essayer de trouver une solution ou contribuer à une solution pour la paix et la stabilité du pays. La raison pour laquelle il est venu là en septembre, c'était parce qu'il voulait essayer de trouver une solution ou de faire progresser la situation, les discussions, en vue de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies et la session, la nouvelle session du travail des Nations Unies, juste quelques jours après, ou une semaine à peu près après. C'était ça un peu qui était la raison pour laquelle il se trouvait dans la région là en septembre 1961. Alors, je vais lire un texte historique qui repeint un peu le contexte de l'époque et un peu plus que dans quelques détails l'action de M. Hammarskjöld. Sachant que l'indépendance de la colonie belge avait été mal préparée et que les pays occidentaux redoutaient que ce pays minier stratégique ne passât dans la sphère d'influence soviétique, Hammarskjöld
envoya dans ce pays, sans même attendre la proclamation de l'indépendance, Ralph Bunche comme représentant spécial. Après la mutinerie de l'armée, le déploiement des militaires belges dans le pays et la proclamation de l'indépendance du Katanga le 11 juillet 1960, Hammarskjöld organisa le 12 juillet, à la demande du président congolais Joseph Kasavubu et du premier ministre Patrice Lumumba, une réunion de crise avec le groupe des pays africains. Le 14 juillet, il fit pour la première fois usage de l'article 99 de la Charte des Nations Unies pour convoquer une réunion du Conseil de sécurité sur la crise congolaise. Le jour même, le Conseil adopta la résolution 143 demandant à la Belgique de retirer ses troupes du Congo et autorisant Hammarskjöld à prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir au gouvernement congolais l'assistance militaire dont il avait besoin. Le premier contingent de l'opération des Nations Unies au Congo, ONUC, arriva à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, 48 heures à peine après le vote de la résolution. Qu'est-ce qui fait que un personnage de cette trempe, monsieur l'ambassadeur, puisse avoir une influence aussi grande, on l'a dit dans le contexte de la guerre froide, pour aller jusqu'à faire adopter une résolution pour que les forces onusiennes arrivent en RDC? Je pense que ce que vous venez de citer, ça montre, et peut-être pas, non seulement en ce qui concerne le Congo, mais peut-être si on regarde un peu plus globalement, exactement, une perspective un peu plus grande, je pense que ça montre un peu la façon d'agir dans Hammarskjöld et cette marge de manœuvre dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il a, je pense, toujours trouvé, où il a toujours cherché à trouver cette marge de manœuvre pour lui-même en tant que secrétaire général. Et ça, c'était un exemple, et il y a beaucoup d'autres exemples. Et c'est peut-être ça qui a été, parce qu'on a parlé aussi de cette question, qu'est-ce qu'il avait apporté à l'organisation. Et je pense que c'était justement ça. Alors il était toujours en train, je pense, de définir le rôle du secrétaire général et essayer, je pense, d'agir là où il pouvait. Est-ce qu'on peut parler d'une innovation parce qu'il n'était, vous l'avez dit, que le deuxième secrétaire général de l'ONU? Je pense que oui, on peut parler d'innovation ou on peut parler peut-être aussi du fait qu'il y avait alors une structure qui était en train de se mettre en place. Il y avait la Charte des Nations Unies, il y avait le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le secrétariat, et je pense que ça, c'est mon impression, c'est que dans Hammarskjöld, alors il a vu un peu ces différentes structures et il s'est constamment, je pense aussi, poser la question de savoir ce qu'il pouvait faire lui dans cette structure et avec les différents acteurs. Alors peut-être des innovations, mais peut-être aussi de voir dans ce jeu où je suis, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes possibilités. Alors, il faut souligner qu'après sa mort, le 18 septembre 1961, à Ndola, en Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, il y aura même un prix Nobel qui lui sera décerné, prix Nobel de la paix. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, c'était après sa mort et après son service pour l'Organisation mondiale et justement pour la paix, la sécurité et la stabilité internationale. Et je pense aussi du fait, bien sûr, qu'il a trouvé sa mort au service pour les Nations Unies, pour la paix et la sécurité internationale, sans connaître tous les détails, mais je pense que c'est ça qui aussi a mené
Le comité du prix Nobel de la paix a lui décerné ce prix. Alors, il va passer exactement 8 ans, 5 mois et 8 jours comme secrétaire général de l'ONU, 60 ans après, monsieur l'ambassadeur. Pour les générations qui ne l'ont pas connu, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette personnalité ? Je pense, pour un peu le placer dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il y a différents aspects. Un aspect, c'est son engagement, son énergie, sa conviction personnelle de contribuer à un objectif commun, en l'occurrence la paix et la stabilité internationale. Peut-être si on regarde alors un peu, on en a parlé aussi tout à l'heure, un autre aspect, c'est peut-être justement ça, de trouver, toujours essayer de trouver des possibilités pour faire avancer un processus, pour faire avancer un dossier. C'est lui qui a amené un peu cette idée de mission maintien de la paix. Mais aussi il était, en ce qui concerne par exemple ce qu'on appelle la diplomatie discrète ou diplomatie silencieuse. Alors il a beaucoup fait aussi dans les coulisses, mais un peu pas toujours public. Et je pense qu'il a ça aussi, il a amené, c'est quelque chose peut-être aussi à rappeler à nous toutes et tous. Alors cette façon de travailler, de toujours essayer de trouver des solutions pour la paix et la stabilité. Ça, c'est deux facteurs, deux aspects. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je rappelle que Grande Interview reçoit monsieur l'ambassadeur Henrik Rasbrandt. Il est l'ambassadeur de Suède en RDC. Avec lui, nous abordons la question de la commémoration du 60e anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général des Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur, avec la mort du secrétaire général Dag Hammarskjöld, pratiquement en Afrique, à la frontière RDC-Zambie, il y a des liens pratiquement très forts qui se sont créés entre la RDC et la Suède. Et là, je vous propose que l'on aborde maintenant cet aspect des choses. À ce jour, quels sont les domaines dans lesquels la Suède apporte son aide à la RDC actuellement ? Oui, tout d'abord, juste aussi pour dire que la Suède est présente au Congo depuis pas mal de temps, alors depuis la fin du 19e siècle avec l'arrivée au Congo des premiers missionnaires suédois, et on est là depuis. Et je pense que ça montre aussi un peu alors les anciens, les liens entre nos deux pays qui sont là depuis très longtemps. Et on a parlé aussi d'Dag Hammarskjöld tout à l'heure, mais pour aussi, et on a eu aussi pas mal d'officiers et de soldats aussi dans les missions des Nations Unies le long des années. Et si on regarde alors la présence de la Suède et l'engagement de la Suède en RDC aujourd'hui, on est toujours là. On est présent entre autres à travers notre coopération au développement. Le gouvernement suédois a adopté ou a pris la décision d'une nouvelle stratégie sur la coopération au développement de la Suède ici en RDC en décembre dernier. On va, pour la période 2021-2025, pendant cette période-là, on va doubler notre coopération au développement.
de 40 millions de dollars l'année dernière à 60 millions de dollars cette année-ci et 80 millions de dollars l'année prochaine. Si on regarde un peu les différents secteurs, là où on est présent, on a un premier secteur qui est plutôt un secteur de valeurs et je pense aussi valeurs communes. On peut soulever quelques-unes, respect des droits humains, l'état de droit, développement démocratique, égalité des genres, la lutte continue contre la corruption, la bonne gouvernance et autres questions. Un autre secteur, c'est plutôt l'accès égalitaire aux services de santé, avec un focus sur la santé des femmes, des jeunes et des filles. Un autre secteur, c'est plutôt un secteur sur la consolidation de la paix, au développement de sociétés, communautés paisibles, durables. Et un quatrième secteur qui est un nouveau secteur en fait dans cette nouvelle stratégie, c'est les questions d'environnement, climat, biodiversité, utilisation durable de ressources naturelles. Je pense qu'à travers ces stratégies, à travers ces 4 secteurs que je viens juste d'énumérer ou mentionner, je pense que ça montre aussi l'engagement continu de la Suède, aussi cette augmentation de la coopération au développement montre aussi cet engagement de la Suède. Bien sûr aussi on est présent à travers notre aide humanitaire. Il ne faut pas oublier non plus la présence d'entreprises suédoises ici en RDC, alors plutôt le secteur des affaires. Il y a un grand intérêt d'entreprises suédoises pour la RDC. Et il y a aussi quelques hésitations parce qu'il y a toujours il faut aussi un dialogue continu sur le climat des affaires, ce qui est aussi une question très importante et je pense vraiment une priorité commune pas seulement pour la Suède, la RDC, mais pour beaucoup d'autres pays avec la RDC. Mais je pense vraiment là on a un intérêt commun aussi à continuer ce dialogue pour attirer encore d'acteurs commerciaux, investissements internationaux en RDC. Mais là il faut continuer ce dialogue. Bien sûr aussi une question liée à la lutte contre la corruption, qui est toujours une discussion très intéressante. À ce niveau-là, oui, Monsieur l'ambassadeur, sans vous interrompre, oui. On sait que la Suède est parmi les pays les mieux cotés au monde en termes de lutte contre la corruption. Comment concrètement la Suède pense partager cette expérience avec la RDC ? Je pense que tout d'abord, à travers différents moyens, je pense tout d'abord ce qui est important, c'est que nous on fait maintenant, c'est le dialogue. C'est le dialogue continu pour pouvoir échanger. Et là, ce que je vois maintenant, aujourd'hui, il y a un climat de dialogue qui est assez ouvert pour discuter entre autres ces questions-là. Bien sûr aussi à travers notre coopération au développement que je viens de mentionner. Bien sûr là, on a aussi des lignes directrices, comment organiser les projets, comment organiser alors les contributions, quels partenaires, à travers quels partenaires, etc. Je pense que ça c'est peut-être une façon pratique de le faire. Bien
sûr aussi, on peut imaginer aussi des échanges à différents niveaux entre la Suède, mais pas seulement la Suède, mais la Suède, la RDC et d'autres pays, avec la RDC, justement pour discuter peut-être aussi à un niveau d'experts, éventuellement aussi. Alors il y a différents moyens, je pense, mais l'une des choses les plus importantes, c'est peut-être aussi le dialogue, que les questions sont soulevées, qu'elles sont discutées et qu'on met l'accent sur ces questions-là pour pouvoir continuer aussi à les mettre en œuvre, bien sûr. Il y a peut-être un aspect qu'on a failli éluder, Monsieur l'ambassadeur, l'apport, j'allais dire militaire, de la Suède en RDC. On se souvient que du temps de l'ONU, dans les années 60, la Suède avait plus ou moins un contingent de 6300 militaires ici en RDC. Et aujourd'hui, à travers la MONUSCO, le contingent suédois est également là. Oui, on est présent aujourd'hui à travers, surtout à travers la police nationale suédoise, avec des officiers de police à différents niveaux et à différents endroits en RDC. Mais on a toujours eu une présence ou à travers des militaires ou à travers des policiers et aussi dans d'autres domaines. Alors, dans d'autres domaines. Alors, notre entretien est en train d'aller, de toucher vers sa fin, Monsieur l'ambassadeur. Il y a les élections qui arrivent en RDC en 2023. Vous avez abordé la question de l'état des droits qui préoccupe également la Suède, de la démocratie. Quel serait votre conseil en tant que partenaire de la RDC pour que ces élections se passent de manière apaisée? Bon, pour l'instant, on est assez loin toujours des élections qui auront lieu dans 2 ans à peu près. Je pense en général, sans rentrer dans les détails, ce qui est bien sûr important, c'est qu'il y ait des élections libres, transparentes, où tout le monde alors, qui a le droit de voter peut aussi participer, et bien sûr aussi avec un processus qui est transparent pour arriver à un résultat qui reflète ce processus et les élections. Il y a également la question de l'apport de la place des femmes et des jeunes. On sait qu'en RDC, on n'a pas encore atteint le taux constitutionnel des femmes au niveau des institutions. Qu'est-ce que la Suède fait pour accompagner le gouvernement congolais dans ce domaine? Là aussi, on est très engagé dans ces questions justement d'égalité des genres. Je pense comme l'autre question quand on a parlé de la corruption, je pense qu'aussi là il s'agit d'un dialogue continu sur ces questions-là, mais bien sûr aussi la Suède peut amener son appui à travers des partenaires, et on le fait déjà d'ailleurs, entre autres à travers l'ONU Femmes des Nations Unies, en ce qui concerne par exemple la formation de politiciennes, politiciens. On a des dialogues et on soutient aussi à travers nos partenaires différents réseaux de femmes, justement pour le renforcement des capacités des femmes et différentes formations, dialogues. Et justement pour toujours faire avancer ces questions-là. La participation politique que vous venez de mentionner des femmes et aussi des jeunes d'ailleurs, que vous venez aussi de mentionner, bien sûr quelque chose de très, très, très important. Depuis quelques années, le gouvernement suédois mène une politique étrangère féministe.
peut-être juste mentionner ça aussi, et c'est vraiment pour montrer que cette perspective d'égalité des genres, c'est une question transversale qui doit être là vraiment à travers nos dialogues, nos discussions avec la RDC, aussi à travers notre stratégie de coopération, la coopération développement. Et alors à travers tous nos projets, il y a toujours pour chaque projet aussi toujours un regard du côté égalité des genres. Qu'est-ce que ce projet-là peut apporter aussi en ce qui concerne ces questions-là, et aussi quand on monte un nouveau projet ou quand on continue, quand on met en œuvre un projet, de toujours avoir cette perspective d'égalité des genres, que cette perspective soit toujours présente quand on regarde, quand on planifie, quand on met en œuvre un projet. Et ça, c'est bien sûr aussi un dialogue continu aussi avec nos partenaires pour aussi faire toujours soulever l'importance de ces questions-là quand c'est un projet qui est financé par la Suède. Alors, Monsieur l'ambassadeur, on ne peut pas parler des 60 ans de la commémoration de la disparition du secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, sans évoquer les circonstances de sa mort. On a parlé d'un crash d'avion. S'agissait-il d'un attentat, comme le prétendent certaines sources, où il s'agissait d'un accident 60 ans après, où est-ce qu'on en est avec les enquêtes sur sa mort? Bon, exactement. Je sais qu'il y a eu différentes théories le long des années. Il y a toujours une enquête qui a été ouverte par l'Assemblée générale des Nations unies qui est en cours. Moi, je ne vais pas donner un avis sur les différentes théories parce que je pense que peut-être ça n'a pas été clarifié exactement ce qui s'est passé. Mais espérons que aussi cette enquête, ces efforts de trouver encore, de clarifier encore les circonstances, espérons que ça va nous amener encore, cette enquête va nous amener encore des clarifications. Alors, Monsieur l'ambassadeur, pour terminer, un message à tous ces millions de Congolais qui vous suivent en ce moment. On sait qu'à Kinshasa, tout ce qu'on retient de Dag Hammarskjöld, c'est ce pont qui est situé sur l'avenue Colonel Monjiba, ici dans la commune de Ngaliema. Mais un mot à tous ces millions de Congolais qui vous suivent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces Congolais, surtout aux jeunes qui vous suivent? Je pense que c'est peut-être justement ça, on vient d'en parler. Je pense que cette commémoration du 60e anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, c'est un rappel à nous toutes et tous de son engagement, de son énergie, de sa conviction personnelle pour le mieux de la RDC, pour le mieux du peuple congolais, pour vraiment trouver la paix, la stabilité pour le pays. Et je pense que ça, si on place alors tout ça dans la situation d'aujourd'hui, je pense que c'est peut-être ça. Il faut continuer ensemble, la communauté internationale, la RDC, les Nations Unies qui sont là, la Suède et beaucoup d'autres partenaires. Et on est là justement pour accompagner la RDC, pour accompagner le peuple congolais à trouver un futur stable et durable et prospère pour le mieux du pays et du peuple congolais.
Mesdames et messieurs, grande interview, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais monsieur l'ambassadeur Henrik Rasbrandt, ambassadeur de la Suède en RDC. Merci à Jonathan et à Paul Badianyama qui m'ont accompagné dans la réalisation technique. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir reçus dans votre beau jardin. Et merci beaucoup à vous pour cette invitation. Ça a été un grand plaisir. Merci.